L'engagement européen de Donald Trump est peut-être une opportunité pour l'Europe. C'est le point de vue de Nicolas Gautzmann, chef économiste de la financière de la Cité. Bonjour Nicolas. Bonjour David. Merci d'être avec nous. Bon, en quoi c'est une chance que l'Europe doit saisir? Parce que pour l'instant, je trouve que c'est plutôt la confusion et l'incertitude en Europe. Il y a quand même des changements fondamentaux qui sont arrivés. L'Allemagne, ce bazooka budgétaire allemand, mais on aurait pu en rêver. Et finalement, c'est une réalité. C'est quoi? C'est 1000 milliards d'euros mis sur la table par l'Allemagne? Alors, on aura le vote demain, la confirmation vendredi par le Bundesrat, mais potentiellement, oui, on parle de 1000 milliards sur une période de 10 années, avec la moitié dédiée aux infrastructures et l'autre moitié pour la défense. 1000 milliards sur 10 ans, c'est vrai qu'on ça aurait été mieux que ce soit sur 5 ans. Sur 10 ans, ça lisse un peu le truc. En fait, sur 10 ans, c'est déjà énorme parce qu'on parle de 23% du PIB allemand. À l'échelle de la zone euro, ça fait 6,5% de PIB. C'est vraiment quelque chose de totalement nouveau pour l'Europe. C'est du même gabarit que ce qu'ont fait les États-Unis pendant la période Covid. C'est encore une fois sans précédent en Europe d'avoir un mouvement de cette ampleur-là. Et je pense que même d'un point de vue simplement historique de la zone euro, le premier verrou à la croissance en zone euro, c'était l'attitude allemande et notamment de la CDU vis-à-vis de la relance budgétaire. Ouais. Et on voit que c'est voilà, exactement, et on voit que ce verrou-là a sauté. Il y a un deuxième verrou qui est la BCE, mais ça c'est encore un autre sujet. Mais ce mouvement-là, potentiellement, apporte vraiment un changement fondamental. C'est un game changer, vraiment. Pour l'Europe, complètement, oui, ça c'est à peu près clair. Encore une fois, il faut que les choses soient délivrées. Faut-il que ça nous bénéficie à nous, Français, aux Espagnols, aux Italiens? Le premier effet, c'est que macroéconomiquement, l'Allemagne fonctionne avec un excédent commercial qui va être résorbé par cela, parce qu'ils vont devoir consommer et investir davantage, ce qui va rééquilibrer leur consommation intérieure par rapport au reste du monde. Donc on va avoir une correction. Ils vont plus consommer, ils vont plus investir. Mais dans la demande intérieure, vous avez la consommation et l'investissement, donc les deux sont là, et s'ils investissent davantage, ils peuvent créer éventuellement un peu plus d'emplois, donc avec des augmentations de salaire, et augmenter un peu la consommation. Donc on peut avoir plus de consommation en Allemagne, ce qui permet de corriger la balance commerciale à l'intérieur de la zone euro, ce qui là pour le coup permet de favoriser un pays comme la France. Et ce qui veut dire également qu'on peut avoir une zone euro qui va corriger ses excédents commerciaux vis-à-vis du reste du monde et notamment vis-à-vis des États-Unis. Et donc ça va pas nous permettre d'éviter d'enrayer ce décrochage à l'œuvre. C'est vrai que j'ai plus les chiffres en tête et vous les avez, mais le décrochage en termes de PIB par tête depuis 2008 est absolument hallucinant. Alors, le début de la zone euro, ça avait été très favorable. On avait une croissance forte, et ce qui avait permis... En 2002. Alors, on va dire de 99 à 2008, on avait eu vraiment une croissance qui était relativement forte, et surtout un euro qui apportait vraiment un espoir sur le futur de la croissance européenne. Et un PIB par habitant qui était, alors pour le coup, si on regarde pour le PIB, si je mets tout en dollars, en 2008, au deuxième trimestre 2008, le PIB de la zone euro était supérieur à celui des États-Unis, ce qui paraît aujourd'hui totalement invraisemblable. On est 50% en dessous. On est à 55%. Donc on a perdu 45% du poids sur une période de 15 années, mais tout cela, à mon avis, n'est que le résultat de stratégies macroéconomiques qui étaient tout à fait différentes, avec des États-Unis qui ont privilégié d'abord leur demande intérieure, donc la consommation, l'investissement, et qui y sont allés à fond au niveau budgétaire et au niveau monétaire, qui ont poussé vraiment ces deux outils-là au maximum. Nous, on a à peu près fait l'inverse. On a eu la crise des dettes souveraines en 2010 aussi, qui a un peu plombé. Alors oui, mais je pense que c'était la conséquence de ça. C'est qu'en fait, on a tellement voulu faire de l'austérité, aussi bien du côté monétaire que du côté budgétaire à ce niveau-là, qu'on a eu une crise parce qu'il y avait une incapacité de voir quels étaient les leviers de croissance en zone euro. Si aujourd'hui on change de braquet, c'est-à-dire qu'on commence à adopter, curieusement en fait c'est quasiment un paradoxe, c'est que les Allemands sont en train de faire une politique macroéconomique qui ressemble un peu plus à celle des États-Unis. Ouais. Au moment même où les États-Unis, notamment avec Elon Musk, on commence à avoir envie de commencer à serrer les boulons et donc à copier un peu plus ce qu'a fait l'Allemagne. Donc ce qui est un peu curieux. On a un renversement de tendance et encore une fois ce qui va être décisif dans cette nouvelle tendance, c'est de voir à quel point les banques centrales vont s'adapter oui ou non à cette situation. Là. Et on va voir effectivement en fonction de ce que va faire la BCE potentiellement, mais on est en train de retrouver, grâce à l'Allemagne, notre puissance économique en Europe, ou c'est pas suffisant? Alors ça peut être suffisant, encore une fois. Là, le tout, c'est qu'on a une impulsion qui est donnée par l'Allemagne. Cette impulsion peut donner effectivement un surcroît de croissance en zone euro. Et ensuite, pour que cette impulsion devienne structurelle, on doit avoir besoin de la Banque centrale qui commence à accompagner de façon structurelle. Donc pour faire quoi? Qu'est-ce que vous lui demandez qu'elle fasse, la Banque centrale? Simplement de commencer à parler de croissance et de ne pas venir monter les taux à chaque occasion pour pouvoir limiter ce qu'on peut avoir. Alors en ce moment, elle les baisse, oui, mais enfin, elle les avait montées de façon assez considérable avant. Qu'est-ce qu'elle fasse maintenant de plus que ce qu'elle fait déjà?
Encore une fois, c'est simplement d'apporter un discours pro-croissance. Le discours est important. Vraiment, le discours est important. Et là, par exemple, on a eu un discours de la semaine dernière de Christine Lagarde qui a parlé d'une politique monétaire robuste pour l'avenir de la zone euro. Robuste faisait référence, je pense quasiment explicitement, à un discours d'Isabelle Schnabel qui date de 2022 à Jackson Hole, qui parlait d'une méthode qui s'appelle le Robust Control, qui en gros va pousser la Banque centrale à réagir à chaque fois qu'il y a la moindre menace du côté inflation de façon excessive et rapide. Donc ça va pas dans le bon sens là. Ça ne va pas du tout dans le bon sens. Donc pour l'instant, je pense qu'il y a vraiment besoin d'avoir une au-delà des coordination. mots, qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle fasse de plus aujourd'hui? Elle est en train de baisser ses taux. Il faudrait qu'elle les baisse encore plus. Alors pour le moment, le mouvement est bon justement. Si jamais on continue de baisser les taux jusqu'à quoi? Jusqu'à 1? Jusqu'à 2? Alors peut-être pas jusqu'à 1, on va voir quel est il faut voir à partir du moment où la croissance européenne commence à repartir, de voir justement quel est le bon niveau et on peut aller jusqu'à 1,75 à mon avis sans prendre trop de risques, et après d'ajuster en fonction du niveau de croissance. Et ça c'est à voir, évidemment on n'a pas les données aujourd'hui. Ça, mais par contre, à partir du moment ensuite où on voit un niveau de croissance qui commence à accélérer en zone euro, de ne pas venir monter les taux de façon systématique comme on a pu le faire lors des années. Parce que la question, c'est plus de ne pas venir freiner une croissance qui est déjà mise en place. Ce qu'on a peut-être fait, justement, à mon avis, de façon trop importante lors des 2-3 dernières années, c'est qu'on a monté trop les taux par rapport au choc inflationniste. Peut-être que ce n'est pas besoin d'aller à ce niveau-là. Et un peu ce qu'ont fait les États-Unis, parce qu'ils avaient monté les taux peut-être à un niveau plus élevé, mais ils avaient une croissance qui était beaucoup plus forte que la nôtre. Donc, quelque part, ce désengagement de Trump, c'est une opportunité pour l'Europe. C'est une opportunité. Ce qui est intéressant, c'est quand on prend les données, la Banque mondiale reprend les données de la zone euro depuis les années 60 en reconstruisant les économies de chaque pays. Et en fait, on est arrivé 3 fois dans l'histoire au niveau de 100% de l'économie américaine. Et aujourd'hui, on est quasiment à un point bas. Si jamais, effectivement, on est en train de changer et de modifier considérablement l'approche macroéconomique européenne, au niveau budgétaire, il semble que le pas soit fait. Maintenant, il faut l'approche monétaire. On a effectivement une possibilité de voir la croissance de la zone euro revenir à un niveau, enfin le PIB de la zone euro à un niveau qui pourrait être équivalent à celui des États-Unis. Évidemment, on parle d'une décennie ou de 15 ans, mais au moins d'avoir une trajectoire qui soit beaucoup plus forte que ce qu'on a pu connaître sur les 15 dernières années. Après, est-ce que fait l'Allemagne? Est-ce que peuvent faire les autres pays? Nous, la France, on n'a plus de marge de manœuvre. Alors, quels sont les autres pays en Europe qui pourraient aussi, à l'image de l'Allemagne, en faire plus? Alors, c'est principalement l'Allemagne, c'est les pays de l'Est, les pays du Nord, alors qui sont principalement mais encore une fois, l'Allemagne, c'était le verrou principal. Maintenant, ce qu'on pourrait avoir, ça serait aussi un emprunt au niveau européen, parce que là aussi, Jörg Kukies, qui est le ministre des Finances allemand, a dit que maintenant, il ne s'opposait plus à un emprunt européen, donc d'avoir aussi quelque chose qui soit fait. C'est pas dans le plan à 800 milliards de la Commission, il n'y a pas d'emprunt. Alors pour l'instant non, mais justement si l'Allemagne commence à dire on peut peut-être discuter de ça, on a un Conseil européen qui aura lieu jeudi, qu'on pouvoir commencer à avancer sur ces discussions-là. Éventuellement déjà, encore une fois l'Allemagne c'est déjà suffisamment important pour pouvoir avoir un impact sur l'ensemble de la zone euro, on parle de 6,5 points de 6,5 points de PIB. Si jamais on fait en plus sur 10 ans, oui, c'est quand même considérable. Et si au niveau européen, on met encore une couche supplémentaire, on peut vraiment changer les choses. Encore une fois, après, à la BCE aussi de s'adapter et de ne pas venir contrer les effets d'un tel plan. Il faut aussi qu'on achète des produits européens, qu'on investisse en Europe. Si c'est pour acheter du matériel américain, ça ne sert à rien de ce méga plan allemand. Alors, il y aura sans doute des achats américains, notamment en termes de défense. Ce que je constate quand même, c'est que je pense que le retrait américain a eu un effet aussi assez négatif. C'est qu'on a vu notamment le Portugal qui commence à renoncer à ses F-35 et que certains pays vont vouloir davantage investir en Europe. Ouais. Beaucoup de pays s'interrogent, j'ai vu, de plus en plus de pays s'interrogent. Ensuite, il y a une question de capacité. C'est qu'est-ce que les Européens sont capables de produire aujourd'hui. Évidemment, il va falloir investir pour pouvoir augmenter les capacités de production. Mais ça va mettre du temps, évidemment. Allez, merci beaucoup. Point de vue. Merci à vous. Nicolas Gozman, chef économiste de la financière de la Cité.